Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Une des grandes étapes comme parents, c'est lorsque nos enfants font leur nuit. Yes! Mais là, ils vieillissent. Et entre 6 et 9 ans, il arrive parfois de plus en plus de cauchemars, même des terreurs nocturnes, des réveils en plein milieu de la nuit. Ils se réveillent encore à 5h, 5h30 du matin. Ils ont de la difficulté à faire une nuit complète. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que leur cerveau est en transition? Ils vivent trop de pression? Comment les amener à avoir un sommeil réparateur et profond? J'en discute avec Roxane Larocque, qui est psychologue, conférencière, autrice du livre « Laisse-moi te parler de ma vie en famille d'accueil ». Elle accompagne autant la clientèle enfants, adolescentes et les familles, et elle crée du super contenu pour adolescents sur TikTok que vous devriez suivre vous aussi. J'accueille également Sabrina Falardeau, qui est psychoéducatrice. Elle intervient auprès des clientèles, autant enfants, des familles, que même des adultes, avec toute la question de la santé mentale. Elle se spécialise dans la gestion des grands moments de la vie, comme la grossesse, le postnatal, un déménagement, la gestion du stress ou de la colère. Son accompagnement se fait autant en individuel que pour les familles, mais ses stratégies sont toujours très concrètes. Nous aurons également la Minute Santé, où il sera question des pipis au lit. Est-ce que c'est encore normal à 9 ans et que faire? Et finalement, le but de cet épisode, eh bien, c'est que toute la famille retrouve un sommeil récupérateur et profond, afin qu'ensemble, nous puissions être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Allô? Bonjour. Lorsque nos enfants font leur nuit, comme parents, on se dit « Victoire! Enfin, le sommeil va se réinstaller dans notre famille. » Mais c'est pas toujours le cas. Hein? On va se le dire, ils vieillissent, il arrive d'autres enjeux. Ouais. Et là, j'aimerais ça qu'on regarde d'abord les besoins de sommeil, mais pour la famille. Nous, comme parents, on va se le dire, les mamans enceintes, le sommeil est souvent perturbé. Les premiers mois, inévitablement, que ce soit par l'allaitement ou même les boires en général. C'est perturbé pour papa aussi. Ouais. Comme parents, est-ce qu'on peut tenir ça des courtes nuits pendant des années? Comment notre corps s'adapte à ça? Notre corps va toujours s'adapter. Par contre, la santé mentale peut en prendre un coup. Fait que le corps va suivre, mais à un moment donné, c'est la fatigue va avoir des impacts sur le fonctionnement, sur notre concentration, sur notre humeur, sur tu ris, mais tu sais, l'irritabilité, être capable de se concentrer, être capable d'avoir du plaisir aussi avec nos enfants. Fait que je pense que c'est important de l'adresser. Oui, il y a des périodes d'adaptation, sauf que quand ça devient long, quand ça se chronicise, c'est important de l'adresser, de ne pas juste dire « bah ça va passer éventuellement, mais peut-être pas dans les prochaines 2 semaines, puis ton sommeil, il aurait comme besoin d'être adressé d'ici les 2 prochaines semaines peut-être. » Fait que qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour venir balancer tout ça? Parce que nos besoins ne sont pas toujours en phase avec ceux de nos bébés, ceux de nos enfants, ceux de nos ados. Fait que c'est important de se concentrer, oui, sur les besoins des enfants, mais sur les nôtres aussi. Lorsque nos enfants font leur nuit pendant un certain nombre de semaines, de mois, on est super contents, mais ça a tendance à varier. Oui, vraiment. Puis c'est pas comme j'ai fait ma nuit une fois, je vais la faire pour toujours. Il y a plein de choses qui viennent influencer ça. Il y a des enfants qui vont se réveiller plus s'ils ont une poussée de croissance, la poussée dentaire quand ils sont plus jeunes, des événements de vie aussi, même plus vieux, qui vont changement d'heure. Changement d'heure. Il y a comme toujours quelque chose, des périodes de vacances. Oui. C'est rare qu'on ait un sommeil là, qui est très, très stable, ça se peut. Mais ce n'est pas le modèle fourni à tous. Puis ce qui devient un défi, c'est qu'on n'a pas nécessairement les mêmes besoins de sommeil que notre enfant. Donc, si mon enfant se lève tôt puis je suis une lève tôt, aucun problème. Mais si mon enfant se lève tôt puis que moi, j'ai avant 7 heures, là, je ne suis pas très fonctionnelle, bien là, ça peut être plus difficile. Ouais. Difficile d'arrimer le sommeil de tout le monde. Les besoins de tout le monde, oui. Mais quels sont justement les besoins environ, en moyenne, pour des enfants de 6-9 ans? On dirait qu'on en parle beaucoup quand ils sont bébés. On sait qu'à l'adolescence, le besoin de sommeil est plus important, mais nos 6-9, il arrive quoi? Bien, généralement, selon les données, ça dit entre 9 et 11 heures.
de sommeil dans la nuit, idéalement, parce qu'à cet âge-là, on ne fait plus vraiment de sieste parce qu'on est à l'école. Il y a encore des jeunes de 6 ans à la maternelle qui font la relax l'après-midi de 20 minutes puis qui l'apprennent, qui en ont besoin parce que encore une fois, leur tempérament, leur biologie est faite comme ça. Mais généralement, c'est entre 9 et 11 heures. Fait que quand une nuit est d'environ 9 heures, quand on y pense à 7 heures le matin, 9 heures, pour se lever à 7 heures, 9 heures, c'est 10 heures le soir. Là. On les couche. C'est quand même tard. C'est beaucoup plus tard que généralement ce qu'on couche nos 7 ans, mettons. Fait que 9 heures, c'est quand même facilement atteint. Il y en a que ça va être 9, il y en a que ça va être 11, il y en a que ça va être 13. Encore une fois, c'est une question de biologie. Mais selon les données, ça serait à peu près ça. Puis ado, plus qu'on vieillit, finalement, les besoins diminuent en sommeil. Mais mettons, 7 ans, 8 ans, qu'on va coucher, par exemple, à 8 heures, 8h30, j'ai l'impression que ça doit être des heures qui sont assez dans la norme. Ouais. S'il se lève à 5h30, 6, ça veut dire qu'il ne faut pas se surprendre parce qu'il atteint quand même son 9 heures. Mais là, j'entends les gens me dire à la maison, oui, mais le coucher plus tard ne veut pas dire qu'il va se réveiller plus tard. Est-ce que ça se change, cet horaire-là biologique qu'on a en nous? Il y a des enfants pour qui ça va varier plus que d'autres. Il y en a qui vont, tu sais, mettons, il y a un souper, on est plus lousse sur le... Puis le lendemain, ils vont dormir. Il y en a d'autres que c'est un peu, bien, même si tu couches à 10 heures, s'il se réveille à 6, ça va être à 6. Fait que je pense qu'il faut apprendre à connaître aussi notre enfant, ses besoins en sommeil, puis voir bien, comment le reste de la journée se passe, comment le reste de la semaine se passe, ce qui est fatigué, ce qui fonctionne bien, puis faire des ajustements là, dans ce sens-là. Et est-ce qu'on pourrait proposer à un enfant comme ça qui va se réveiller, là, j'ai dit 4 heures, mais mettons 5 heures, 6 heures, et que nous, on a veillé aussi, puis qu'on a besoin de sommeil, par exemple, jusqu'à 7 heures, de dire, bien, lorsque tu vas te réveiller, puis là, on peut montrer, par exemple, sur l'horloge, jusqu'à telle heure, prends un livre, fais un jeu calme dans ta chambre, ou le laisser se lever, puis prévoir peut-être un déjeuner facile, collation, rôti. Je dis pas de se faire des œufs bacon non plus pendant qu'on dort, mais de faire des choses faciles, parce que 6-9 ans, ils commencent quand même à être plus autonomes. Oui. Bien, c'est possible. Encore là, je pense qu'il faut voir à qui on a affaire comme type d'enfant. Il y a des enfants pour qui la réunion avec le parent le matin est super important. Fait qu'ils vont quand même juste aller dire un petit bonjour, bien, tu sais, là, t'es réveillé. Là, oui, c'est ça. Mais il y en a pour qui ça leur fait même un beau moment. Oui. Ils sont comme, ils se sentent grands, autonomes. Tu sais, je fais ma petite toast ou bol de céréales ou une collation, comme tu dis. Puis après, quand tout le monde se lève, on déjeune ensemble. Puis ça se passe super bien. Puis ça fait un moment calme aussi où il peut se réveiller doucement. Puis il y en a d'autres qui se réveillent, puis c'est déjà là, 100 à l'heure. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y en a des comme ça aussi. Là, on parle beaucoup du réveil le matin. Ouais. OK? Je comprends, il y en a qui se lèvent tôt, plus tard, on a vu des stratégies, mais j'aimerais qu'on aborde les perturbateurs du dodo. Parce que certains enfants vont s'endormir et au beau milieu de la nuit, vont faire, certains disent des cauchemars, d'autres des terreurs nocturnes. Est-ce que la science nous dit, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, les cauchemars, je pense que c'est le niveau d'éveil. Là. Tu pourras me reprendre si je me trompe, mais les cauchemars, l'enfant va... C'est comme s'il allait se réveiller. Fait que, mettons, il fait un cauchemar, tu vas aller le voir, il va être « J'ai rêvé qu'il y avait... » Puis là, il va partir te raconter son rêve cauchemar. Une terreur nocturne, il n'y a pas conscience. C'est un peu comme du somnambulisme. Fait que tu vas rentrer dans la chambre, puis là, t'as beau dire « Maman est là, mais il est comme... Il est pas là pour vrai. Il est vraiment... » Bien, ça peut faire peur parce qu'on dirait qu'il y a une perte de contact. On dirait qu'il y a une perte de contact, mais c'est parce qu'il dort. Fait que souvent, ce qui suggère, en fait, les études, c'est de ne pas réveiller un enfant qui a une terreur nocturne parce que ça vient ça vient le perturber encore plus. Fait que c'est assurer sa sécurité parce que des fois, des terreurs, ça peut être juste assis dans le lit, mais il y en a qui peuvent se lever puis faire pratiquement du somnambulisme. Fait que toujours assurer la sécurité de soi, de l'autre. Mais tu peux juste faire la cassette brisée de dire « Maman est là » ou « Papa est là ». Reste à côté jusqu'à temps qu'il va finir par se rendormir. Fait que oui, il y a une différence entre les deux. Il y en a une qui est un peu plus... je pense quand même... il y a moins souvent des terreurs nocturnes. Les cauchemars, je pense que c'est assez généralisé. Là. C'est souvent plus tard, un peu, les cauchemars dans la nuit, parce que c'est dans... Puis là, il faudrait que je ressorte mes lectures, mais c'est dans le sommeil profond, les cauchemars. Fait que c'est souvent un peu plus tard dans la nuit, mais généralement, le parent est capable d'aller réconforter l'enfant dans un cauchemar. L'enfant va s'en souvenir aussi. Le terreur nocturne, il s'en rend... Tu faisais le parallèle avec le somnambulisme. Là. Donc, il ne s'en rendra pas nécessairement compte. Tandis que le cauchemar, peut-être qu'il veut nous le raconter ou il se souvient qu'il a eu peur. Fait que les terreurs nocturnes, c'est plus le parent, des fois, qui développe une crainte que l'enfant lui-même qui ne s'en rend pas compte. Là. Ah non, moi, ça m'est arrivé. Puis là, tu essaies de parler à l'enfant, puis tu regardes avec les yeux vraiment grands, comme dans les fameux films d'horreur. Oui. Puis là, il n'est pas là où il répète des mots, mais qui font pas de sens. Là, mais en tout cas, pour ma propre expérience,
ça dure pas nécessairement très longtemps. Puis après ça, tu sens une espèce de... Puis là, l'enfant se recouche comme si de rien n'était. Là, toi, t'es super réveillé. Le cœur à Mais oui, c'est ça. Voilà. Mais les cauchemars. Oui. Lorsqu'ils s'en souviennent le matin, on s'entend que parfois, ils vont nous en parler, ils vont l'exprimer. Là, le soir même, 6-9 ans, ils ont aussi un petit peu, des fois, l'orgueil. C'est plus vers 8-9 ans de « je me sens pas super bien avec ça, j'ai peur que ça revienne », mais ils veulent pas nécessairement un co-dodo, mais ils aimeraient qu'on les accompagne. Jusqu'où on fait les fameux compromis du dodo. Un enfant qui veut dormir, par exemple, à lumière ouverte ou qui se trouverait certains éléments de réconfort. Est-ce qu'on y va là-dedans puis on suit les propositions? Ou est-ce qu'on doit quand même mettre un cadre que dormir à la lumière ouverte, je sais pas, c'est moins reposant. C'est peut-être un mythe, mais... Ça dépend. J'ai envie de répondre ça à tout. Mais non, je vais pas répondre ça à ça, promis. Mais ça dépend pour de vrai, parce qu'il y a des enfants... Encore une fois, il faut aller voir derrière. Est-ce que c'est réel? Est-ce que la peur est réelle? Ou est-ce que c'est une façon que le parent reste plus longtemps? Est-ce que c'est une recherche de connexion? Ou est-ce que c'est une réelle peur? La réponse va quand même être différente. Je pense que c'est important, peu importe le besoin, je pense que ça va être important de l'accompagner, de dire est-ce que tu as peur que ça se reproduise? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de réécrire le rêve. Fait que de dire, par exemple, mon fils rêve souvent... qu'il y a un feu, par exemple. Fait que là, de dire, imagine que tu sais, parce que là, je vais rêver encore à ça, puis là, je vais me réveiller, puis je vais avoir peur. C'est vrai que ça doit faire peur. Imagine, on fait le rêve ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que là, on réécrit l'histoire pour, probablement qu'il ne va pas rêver à ça, puis il ne va pas rêver à ce qu'on a dit qu'il allait rêver, mais ça apporte un sentiment d'apaisement, puis d'être vu aussi dans sa peur, de dire, ben maman, elle me dit que, ou dire, je vais aller te rejoindre dans ton rêve. S'il y a quelque chose, là, tu cries le mot, puis là, on fait une niaiserie, là. Oui, puis là, maman va arriver, puis je vais venir te chercher. Tu sais, fait que juste, encore une fois, c'est dans la connexion, c'est dans l'imaginaire, mais on va le chercher, on fait pas, ben non, mais là, ça n'existe pas, ça n'arrivera pas, là, ça va être correct. De se faire tasser une peur, généralement, ça apaise pas. Parce qu'on reste avec l'anxiété. Fait que de l'accompagner, que ce soit parce qu'il veut que tu restes ou parce qu'il a réellement peur, après, tu peux faire ça. Fait que va toujours chercher la connexion à ce moment-là. Je trouve que tu amènes l'aspect que la nuit se prépare le jour aussi. Tu sais, des fois, on a tendance à comme, quand la nuit arrive, puis là, oui, mais j'ai peur, non, non, ça va aller. Puis tu sais, on n'a pas nécessairement le temps de justement sortir, ni l'énergie, sortir les crayons, la petite histoire, là, tu sais. Mais de prendre l'avance comme parent, faire comme, OK, là, il y a ça. Puis après, les ajustements, c'est, on veut aller vers se reposer, c'est le fun. Je suis en sécurité. Puis c'est le fun, je vais faire dodo. Fait que ça, c'est comme notre but. Mais ça se peut là, que le chemin fasse ça pour y arriver. Puis que des fois, il y a des petites régressions qui amènent à des progressions ou qui ont l'air des régressions, mais que c'est que l'enfant a peut-être un petit peu besoin de nous pour tourner le croche. Là. Puis de dire, c'est là où on fait des compromis, mais toujours dans ce but-là d'apprivoiser l'émotion. Puis même si je suis un enfant seul dans ma chambre, je peux gérer mon émotion. Mais tu sais, tout prend tellement des grandes proportions la nuit que pour eux, ça peut être plus effrayant. Certainement. Fait que des fois, ça aide de préparer la nuit le jour et non pas à 5 minutes du dodo. Oui, puis c'est un investissement à long terme, je trouve, l'apaisement du dodo. Tu sais, ils sont tout petits, puis là, on dit fais une routine, puis là, ils arrivent à 5 ans, on a peut-être moins besoin, mais c'est comme un investissement à long terme de dire de créer ce moment-là de connexion ou ces images fortes-là, tu sais, de dire, bon, là, à quoi tu as envie de rêver? Tu sais, par exemple, nous, avant le dodo, depuis qu'il y a 1 an, je pense, à quoi tu veux rêver? Puis là, à tous les soirs, c'est... Puis là, on dit, hey, on trouve-tu quelque chose de nouveau? Hey, on va aller dans le fond des mers. Puis là, moi, mon sous-marin va être bleu, tu sais. Puis on fait ça, il est rendu à 7 ans, puis on le fait encore. Tu sais, ça fait partie de... Ou, à un moment donné, il y avait une période où on avait plus de cauchemars. On avait fait un capteur de rêve, là, comme un bricolage. Puis là, tous les soirs, dans la routine, on partait le capteur de rêve qui est dans sa fenêtre. On l'allumait. Il y avait des cauchemars quand même, mais on vient juste... apaiser. Le but, si tu le dis, c'est apaiser. On n'atteindra jamais le sommeil si on n'est pas apaisé. Ça, c'est contre l'instinct de survie. Fait que, tu sais, ça, c'est un investissement. J'aime raconter l'anecdote parce qu'on l'a fait longtemps, le capteur de rêve. Puis, à un moment donné, il s'est réveillé. Je pense qu'il était 3 heures du matin. J'étais fatiguée. Ma fille était toute petite. Puis là, maman, j'ai fait un cauchemar. Mon capteur de rêve ne marche pas. Puis là, j'ai dit sur la caméra, ben maman va partir le capteur de rêve avec son Bluetooth, c'est correct. Merci, maman. Ça a marché, tu sais. Mais ça, tu sais, dans cette belle naïveté, mais c'est pas parce qu'il m'a cru, c'était pas un mensonge, c'est parce qu'on a tellement bâti longtemps cette confiance-là que maman est là quand il arrive quelque chose, que là, cette nuit-là, j'étais très fatiguée, puis j'avoue que, mais la confiance était là. Mais ça se bâtit sur des années, cette confiance-là. Tu sais, fait que de semer des petites graines de connexion, justement, de rêve, d'apaisement, mais ça teinte à long terme notre relation aussi. Oui.
Ça m'amène à... Des fois, ils sont plus vieux. Alors, ils vont se réveiller à 7, 8, 9, puis « Maman, j'ai fait... » ou « Papa, j'ai fait un cauchemar. » Oui, ça n'existe pas, là, rendors-toi. Parce qu'on a peut-être moins envie de se lever que lorsqu'ils étaient petits. Mais ont-ils encore autant besoin qu'on se lève? Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis dans le jour, on a quand même moins tendance à aller dans ces petits rituels-là, ces petites connexions-là, ces petites, tu sais, l'espèce de petits insights qu'on a avec nos jeunes, là, avec nos 5 ans, 6 ans. On en a moins quand ils grandissent. Fait encore plus, ils ont encore plus besoin. Surtout quand tu te réveilles la nuit, tu as fait un cauchemar, tu es comme vraiment hyper vulnérable, là. Tu es comme vraiment tout seul. Fait qu'ils ont vraiment besoin du parent. Fait que on a envie de dire, ben non, mais c'est correct, là, ça va passer, maman est là, tu sais, comme j'ai fait avec mon fils, je l'avoue. Mais, tu sais, le contexte était différent, mais quand même, on a envie, mais ils ont encore tellement besoin de nous. Puis même si elle avait 12 ans, elle a encore besoin de nous dans ces moments où ils sont vulnérables. Il faut encore leur prouver qu'on est là, peu importe. Pas juste quand c'est cool puis que c'est le fun. Aussi, la nuit, je vais être là, tu sais. À tous les moments. Peu importe. Oui, c'est ça. Et à quel point l'apaisement physique, parce qu'on s'entend souvent dans ces âges-là, on ne va plus nécessairement pratiquer le cododo, mais après un cauchemar, quoi de mieux parfois que de ne serait-ce que prendre dans les bras ou viens te coller quelques minutes, parce que je comprends que c'est 2 coparents avec un lit queen et un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, parce qu'à un moment donné, ça vient serrer. Mais quelques minutes d'apaisement, de réconfort, puis ensuite, ils retournent. Jusqu'à quel point on peut le proposer et c'est bénéfique pour s'autoréguler? Oui, bien, je pense que, tu sais, à ces âges-là, l'avantage qu'on n'a pas quand ils sont petits, c'est qu'on les connaît maintenant. On sait qu'est-ce qui apaise, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fonctionne, qu'on peut adapter. Puis l'enfant n'aura peut-être pas besoin de passer toute la nuit, mais a besoin qu'on lui donne la main, a besoin qu'on lui fasse un câlin, besoin qu'on le laisse rendormir un petit peu. Puis là, quand on sent qu'il est somnolent, OK, tu peux retourner dans ta chambre, tu sais, puis là, il repart. Fait que c'est juste que on revient à la connexion, puis à la confiance, et on va remplir, puis dire, ben OK, oui, je suis là. Souvent, c'est beaucoup plus facile, ça donne des meilleurs résultats que quand on est dans le, ben non, t'es capable, tu sais, puis vas-y, t'es capable, puis on essaie de couper ce cours, mais des fois, c'est là que ça s'étire. Oui, c'est ça, puis c'est encore une fois un investissement. Oui, de dire, je le fais une fois, peut-être que ça ne réarrivera pas de la semaine parce que cette fois-là, j'ai tellement pris le temps de remplir son réservoir d'amour que peut-être que les prochaines fois, il va se réveiller, il va dire, mais c'est correct, tu sais. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Mais je ne suis pas dans la peur du manque ou de je sais qu'il y a quelqu'un. Puis, tu sais, quand on parle d'investissement, mais c'est investissement, tu sais, des fois, on compartimente, mais là, on parle du sommeil, on parle du dodo, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils retiennent, hey, oui, je suis capable, mais j'ai besoin d'aide. Oui. Et ça, comme adulte, c'est vraiment le fun de dire, hey, je serais capable, là, mais j'ai besoin d'aide. Fait que des fois, c'est ça pour le sommeil, mais c'est un apprentissage qu'on leur fait aussi. C'est pas juste d'être capable. Peut-être tu serais capable, mais comme on le disait en début d'épisode, à quel prix? Exact. Qu'est-ce que ça coûte, là? Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on met nos lunettes dodo, mais on voit mal comment ça s'intègre dans la journée. Puis c'est dans la journée qu'on prépare le dodo avec la connexion. Oui, exact. Et là, je vous invite à la Minute Santé où on va aller voir un autre perturbateur du dodo chez plusieurs enfants. L'énurésie nocturne, communément appelée les pipis au lit. On parle d'énurésie nocturne lorsqu'un enfant de plus de 5 ans continue de mouiller son lit. Il est attribuable à plusieurs facteurs, dont un retard de maturation, une capacité vésicale réduite, des difficultés à s'éveiller. L'énurésie nocturne est plus fréquente si l'un ou les 2 parents en ont été atteints. La prévalence s'élève à 15 % à l'âge de 5 ans, à 10 % à l'âge de 7 ans, à 5 % à l'âge de 10 ans, et elle est de 1 à 2 % de 15 ans jusqu'à l'âge adulte. Il existe plusieurs traitements et supports pour traiter l'énurésie nocturne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles rentrent souvent dans l'ordre d'elles-mêmes avec le temps. Voici quelques conseils. Éviter de punir l'enfant quand il s'agit d'un comportement incontrôlable. Il faut plutôt favoriser les bons comportements, limiter la quantité d'eau au retour de l'école, éviter les boissons gazeuses ou contenant de la caféine, avoir une bonne routine de dodo incluant un pipi avant le dodo. Dans les traitements actifs offerts, on parle d'alarme pipi qui consiste à réveiller l'enfant au moyen d'une alarme. Elle fonctionne à 60-70 % des cas, mais elle doit être utilisée de façon quotidienne sur une période d'au moins 3 mois. Et on parle quand même d'un taux de rechute de 50 % avec cette alarme. Vous aurez peut-être entendu parler de la médication qu'on utilise seulement dans des occasions particulières comme les voyages, des camps de vacances.
Elle n'est pas recommandée sur une base quotidienne et si elle est utilisée, son taux de rechute peut atteindre jusqu'à 70 %. On vous suggère de consulter si votre enfant de plus de 5 ans mouille encore son lit et que cette situation l'affecte, que votre enfant recommence à faire pipi au lit après 6 mois de propreté, ou encore qu'il présente une soif ou une faim anormale, ou encore des symptômes urinaires comme une difficulté à uriner ou de la douleur. On a parlé de stratégies si nos enfants se réveillent plus tôt, si on vit des éléments ou des perturbations durant la nuit, mais là, j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants à l'endormissement. Oui. Lorsqu'ils sont plus jeunes, on fait des routines du dodo. Souvent, on a des rituels. On a une heure qui est fixe. Mais en vieillissant, ça peut nous arriver d'être un petit peu plus, sans dire laxiste, mais un petit peu plus lousse, flexible. Voilà, c'est un plus beau mot. Flexible dans notre routine du dodo. Ouais. Mais jusqu'à quel point c'est une bonne et une mauvaise chose. J'imagine dans les éléments perturbateurs de la vie, par exemple la rentrée scolaire, les périodes d'examen, est-ce que là, on devrait ramener un cadre plus rigide parce qu'ils vivent beaucoup d'anxiété? Bien, je pense que oui. Là, on se complétera. Je pense que oui, puis pas juste à la rentrée. Je pense que c'est comme facile d'identifier la rentrée parce que ça apporte un lot d'adaptation. Les examens, il y a l'anxiété. Des fois, il y a une professeure qui part en arrêt. Ça crée... Tu sais, il y a beaucoup de variables qui peuvent entrer en jeu dans l'endormissement. Je pense que la routine, je pense que c'est correct qu'elle évolue, là. À un moment donné, qu'on est rendu à 7 ans, puis 8 ans, 9 ans, à un moment donné, lire 3 histoires, ça peut être une bonne chose. Par contre, je pense que c'est correct de s'adapter aux besoins de l'enfant. Aussi, ils apprennent à lire. T'sais, est-ce qu'on a toujours lu une histoire avant le dodo? Puis là, maintenant, ils savent lire. Est-ce qu'ils veulent nous la lire? Est-ce qu'on lit chacun une page? Comment est-ce qu'on peut adapter la routine puis qu'elle soit encore ludique, mais adaptée à l'âge de l'enfant, puis aux besoins. Des fois, ils sont plus grands parce qu'ils ont eu des frères et des sœurs après. Fait que là, on est un parent pour 3 enfants. Fait que là, comment est-ce qu'on arrime tout ça? Le plus vieux, t'as comme toujours envie de dire, bien, va te coucher, je vais aller te voir après. Puis c'est correct parce que l'autre a 2 ans. Mais à un moment donné, est-ce que lui aussi a besoin de ce temps-là privilégié avec son parent, sans que ça soit un rituel ou une routine imagée comme on fait beaucoup avec les 3, 4, 5 ans? Juste que l'enfant, c'est toujours dans le prévisible de... Je sais que maman va venir tantôt à 5 minutes, puis je vais pouvoir y parler. Ça sera pas, mais là, tu peux-tu venir? Non, mais j'ai pas le temps. Puis, faut pas avoir à quêter. Faut pas qu'il y ait l'impression d'avoir à quêter ce moment-là, de dire, peu importe, on va la lire, notre histoire ensemble, puis je vais aller te revoir avant le dodo, je vais aller te donner ton bisou, puis on va prendre 5 minutes. T'sais. On leur dit d'avance qui on va aller voir, dans quel ordre, puis vous allez avoir moins de temps que d'habitude, mais on est là. Oui. Bien, puis je pense que ça revient à le jour, on prépare la nuit, c'est-à-dire que c'est pas en revenant quand là, ils sont fatigués, puis on fait leur sport, puis ils ont faim, puis ils sont à moitié désorganisés, qu'on fait comme « Hey, en plus, by the way, ouais, c'est ça, il n'y aura pas de routine. » Puis tu sais, il y a des enfants chez qui des petits aménagements, qui vont s'intéresser plus à la séquence qu'au nombre de temps que ça prend. Fait que mettons qu'ils sont habitués d'une petite collation, une histoire, on les se dents. parle, oui, c'est ça, les dents, on se parle, tu te couches. Ouais. On va tout faire ça, mais justement, on a 2 minutes où on a, parce qu'on a eu la chance de faire d'autres choses avant, tu sais, ou de ne pas voir ça comme une punition, mais plus comme une souplesse aussi, tu sais, de dire dans la vie, des fois, on n'est pas tout le temps comme ça, à la même heure, au même moment, donc on instaure un petit peu de flexibilité, mais à la hauteur de ce qu'ils sont capables de prendre. Mais l'idée de dire, justement, au plus vieux ou à la plus vieille, mais là, ce soir, j'ai pas le temps, bonne nuit, bye, mais de prendre plus de temps avec les autres, on essaie d'éviter ça. Je pense le plus possible. La vie nous rattrape, là. Après, c'est beau, on parle de tous ces beaux principes-là, puis dans la vraie vie, ça s'applique pas tout le temps. Sauf qu'on peut aussi le tourner en... Tu sais, tantôt, tu parlais 1, 2, 3, 3, 2, 1, dire « Hey, à soir spécial, on fait une histoire tout le monde ensemble. » Oui, là, dans le lit des parents. Oui, c'est ça, dans mon lit. Puis là, fait, plutôt que de lire une histoire à chacun, bien, on en lit une plus longue. Puis là, hey, est-ce que c'est toi qui vas faire la voix du méchant loup? Tu sais, peu importe. Puis, hey, on fait ça, turbo routine, 4 minutes, tout le monde est brossé les dents. On part un chronomètre, go! Puis là, fait toujours dans l'idée de... C'est pas une punition, on est fatigué, ça me tente pas, à soir c'est juste une, tu sais. Ils vont le percevoir. Mais si on le joue avec, si on rend ça comme, OK, c'est un concours, puis là, à soir on fait ça spécial, bien, ça va être spécial, puis on va avoir leur collaboration. Une fois qu'on met du jeu, généralement, on a la collaboration. Alors que si on dit, bien là, chacun son tour, puis là, toi, j'aurai moins le temps parce que
là, ça va prendre plus de temps. On dirait que quand on rentre dans le rationnel de l'horaire, de ci, de ça, ils sont comme encore même à 9 ans, petits pour comprendre ça. Si eux, leur jauge affective est vide, mais de savoir qu'on est allé au soccer pendant 2 heures, ça répond pas aux besoins du fait que c'est vide à l'intérieur. Oui, puis des fois, mettons, on prend l'exemple du sport, de dire, ben là, je viens de passer 2 heures à te regarder. Mais l'enfant, lui, c'est pas du temps avec toi qu'il a, c'est du temps avec ses amis, c'est du sport, c'est de... Nous, comme parents, on sait qu'on est en train de prendre de notre temps puis qu'on fait juste le regarder, tu sais, en jasant un petit peu, mais quand même. Fait que ça aussi, des fois, ça se peut là, qu'il revienne, mais que pour lui, son réservoir, c'est pas rempli. Exact, c'est ça, exact. C'est pas vidé, mais c'est pas rempli non plus. Il y a encore besoin de le remplir pour s'apaiser, pour aller en endormissement. Et de votre expérience clinique, auriez-vous des stratégies ou des astuces à nous donner pour les enfants pour qui c'est l'endormissement qui est compliqué? Hein? On a fait toute notre routine, tout est placé, mais là, un des 3 ou un des 2 ne s'endort pas. Puis on le sait que dans son horloge biologique, il a peut-être un peu moins besoin de sommeil que ses frères, ses sœurs. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Lire dans son lit, par exemple. Tu sais, jusqu'où on doit mettre un cadre? Parce que j'ai l'impression que des fois, on est un peu rigide. 8h30, c'est 8h30 parce que je comprends que les faire redescendre ou les ramener au salon, bien là, ça peut faire éclater le grand sentiment d'injustice des autres parce que c'est vrai que c'est injuste. Mais jusqu'à quel point, en même temps, lui, c'est vrai que c'est injuste, mais il a moins besoin de dormir que toi. Jusqu'où on va là-dedans? Jusqu'où on va? Bien, je pense qu'on va jusqu'où le besoin va. On est quand même un adulte, fait que, tu sais, de lire jusqu'à 11h alors qu'il se lève à 6h04 pour prendre l'autobus à 7h, peut-être que c'est moins une bonne idée, mais de laisser, encore une fois, tu sais, on parlait d'autonomie tantôt, la petite collation quand ils se lèvent le matin, je pense qu'il y a quelque chose de beau à leur dire, bien, regarde, je pense que on se fait-tu confiance? Quand on va se coucher en même temps que tout le monde, tu vas te coucher à 8h30 en même temps que la trolley d'enfants. Par contre, tu as le droit de lire dans ton lit. Quand tu sens que le train du dodo s'en vient, tu peux fermer la lumière. Puis sans qu'il y ait à se lever, on peut essayer d'aménager, de dire, bien, tu as des livres sur la table de chevet, tu as une lampe, tu lis avec la lampe, puis tu fermes la lumière, puis tu t'endors. Tu sais, si j'arrive, puis il est rendu 9h30, puis tu lis encore, je vais aller te voir. Par contre, j'ai envie de te faire confiance. Fait que, tu sais, on vient pas créer justement un sentiment d'injustice ou dire, non, mais j'en veux plus, non, mais là, j'ai juste 5 minutes passées, puis on leur donne. C'est comme si on leur... Oui, tu sais, puis là c'est l'anti-apaisement. L'argumentation, c'est l'inverse de l'apaisement, puis là, on dort mal parce qu'on est... Nous aussi, comme parents, mais l'enfant aussi, il n'a pas envie de s'apaiser parce qu'il est comme... Fait que de laisser cette latitude-là, surtout si... Au final, est-ce que ça a un impact sur son fonctionnement le matin? Tu l'as dit tantôt. Est-ce qu'il est fatigué à l'école? Est-ce qu'il y a de l'endormissement à l'école? Est-ce qu'il est de mauvaise humeur puis il est irritable avec tout le monde en se levant le matin, en déjeunant? Là, on réajustera, mais j'ai envie de donner un peu d'autonomie, de dire, tu sais, lire, hey, c'est vrai. J'aime vraiment, comme on devrait tous faire ça, lire 1 heure. Se coucher. Plutôt que d'être sur un téléphone. Fait qu'on leur donne pas le téléphone, assurément, mais on prône ça aussi. Est-ce que tu veux faire un peu de lecture avec une lampe? Bien, je trouve ça chouette, comme je te fais confiance. Mais je trouve que l'enfant a besoin de sentir qu'on fait équipe là-dedans parce que sinon, il s'organise tout ça. Puis, tu parlais du téléphone, mais c'est là où on voit doucement, là, je l'ai pogné en plein milieu de la nuit avec sa tablette, je l'ai pogné. Mais c'est qu'il utilise les moyens qu'il a pour l'instant, puis c'est vrai qu'il a l'impression que ça l'apaise, mais nous, on sait comme adultes que non, tu sais. Fait que je pense que c'est là de continuer à faire équipe. Puis, il y a un peu d'éducation à faire aussi. Tu sais, il y a des enfants qui vont être comme... Ah, mais j'ai essayé, puis là, je m'endors pas. S'endormir, ça peut prendre du temps. Puis, tu sais, au niveau psychologique, c'est quand même, on parle d'angoisse d'abandon, de séparation, tu sais, c'est difficile pour certains enfants de se sentir apaisés dans « je suis tout seul », tu sais, fait qu'il y en a pour qui c'est plus un défi. Puis on peut le parler avec, tu sais, on sait que toi, c'est ton défi, on va essayer de rendre ça plus doux, voici comment, c'est ça, là, est-ce qu'on propose la lecture, je repasserai de voir, tu sais, dans une demi-heure. La musique, les podcasts, des balados pour les oreilles ou du Alexandra Streliski avec de la petite musique. Tout peut passer. Même une méditation, est-ce qu'on peut proposer ça? On sait que des fois, il y a des ondes de la musique qui nous amènent davantage. Ils ont des exercices de respiration. C'est sûr qu'un parent qui va dire « respire », souvent ils vont te regarder. Oui, c'est ça. Mais dans les oreilles avec des écouteurs, quelqu'un d'externe. Ça peut être intéressant. Oui, puis il y a de plus en plus d'outils. Il y a des balados qui s'appellent Dormir. Il y a des... Il y a des machines à son qui font des bruits blancs, des bruits bruns, des bruits de toutes les couleurs, là, spécifiquement pour l'endormissement. Fait que c'est pas tous les enfants, il y en a que ça va venir stimuler. Fait que je pense que c'est important de connaître nos enfants. Ceux qui nous disent c'est une béquille, on ne devrait pas aller là-dedans, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on y va, mais de façon transitoire? Ou est-ce qu'à la limite d'avoir besoin d'un bruit blanc pour le reste de sa vie, c'est pas si grave que ça?
Bien, tu sais, puis on voit d'où on part aussi. Si on a un enfant qui est non fonctionnel, Oui, parce que ça. là, il est fatigué, puis qu'on s'entend que là, à un moment donné, le faire des compromis, oui, Oui, c'est ça. l'important, Puis- c'est de dormir. Il Oui. faut que tout le monde dorme. C'est la Exact. base de la pyramide Ouais. tu sais, de Maslow. Fait que Ouais. si on atteint l'endormissement avec un bruit blanc, je pense que c'est peu cher payé Oui, c'est pour ça, pour avoir quelqu'un Oui. qui dort puis qui est fonctionnel le lendemain puis qui a accès à toutes Ouais. ses fonctions exécutives, tu sais. Parce que sinon, on va voir les parents qui se tournent vers la mélatonine ou vers la... Tu sais, qui sont pas... puis ça peut être correct dans certains cas, c'est prescrit parfois par le médecin. Mais tu sais, je pense qu'il y a toutes Il y a des sortes- aménagements Il y a qu'on des peut faire, aménagements oui. qu'on peut faire avant d'en arriver là, puis de se dire, bien, ça peut être pour une période aussi. Puis peut-être qu'à un moment donné, moi, je pense que le piège, c'est que l'enfant ne développe pas... Ah, ben c'est à cause de ça que je réussis à m'endormir. Tu sais, c'est qu'on t'aide, mais pour t'apaiser à l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas créer non plus, hey, là, ça me le prend, puis si j'ai pas ma petite musique, moi, je dormirai pas. Oui, puis là, la journée où tu t'en vas dormir chez quelqu'un Oui, d'autre, oui, tu t'as c'est oublié ça. là-dedans les Ouais. musiques, bien là, après ça, on est fichu. Là. Exact. Sauf que ça peut être progressif, puis tu sais, comprends. tranquillement, pas vite, l'amener à, là. Est-ce que ce serait le même conseil pour, par exemple, un enfant de 8 ans qui dit « J'aimerais ça retourner dormir dans la chambre de mon frère ou ma soeur pendant un certain temps », des choses comme ça. Est-ce qu'on peut se donner la latitude en discutant? Parce qu'ils ont quand même entre 6 et 9 ans, Oui, ils c'est comprennent ça. un Ils peu ont mieux plus de de dire « 2 ans, Écoutez, on fait un petit spécial camping. Oui. Durant, mettons, 7 semaines, vous avez le droit de cohabiter dans la même chambre, mais après ça, on revient à la routine régulière. » Est-ce que ça, on peut aller là-dedans ou il y en a qui vont dire « Ouvre pas cette porte-là, ça va être l'enfer. » Ben, ça dépend du tempérament de ton enfant. Il y en a qu'à la minute que tu rouvres une porte, elle se referme pas avant des années. Tu sais, il y a un tempérament comme ça parce que ça répond à un de leurs besoins. Souvent, nos enfants qui ont plus de défis avec la séparation, avec le parent, dès qu'on ouvre une porte à ça, ouvre une porte en tout cas, la façon de le dire, là, mais l'opportunité de, ben des fois, ça va être plus difficile de venir refermer la porte parce que là, ils ont ce besoin-là d'être toujours avec quelqu'un, tu sais. Fait qu'il y a des enfants, ça va être vraiment plus difficile de faire une semaine camping puis de revenir, tu sais. Mais là, quand ils ont 8 ans, il y a quand même la maturité qui embarque aussi. Tu sais, à 3 ans, c'est vraiment plus difficile de dire, ben là, on fait 3 jours avec maman. Après ça, on retourne dans ton lit. Ça va être vraiment Oui. Ils cognitivement. vont dire oui. Oui, mais après 3 jours, ça va être la crise. Puis là, ben oui, on s'en était parlé, mais tu sais, ils n'ont pas la maturité de comprendre. À 8 ans, 9 ans, ils ont la maturité de comprendre que c'est comme un spécial, puis que c'est chouette, puis qu'on revient après. Tu sais, on est capable d'en parler. Oui, puis ça se peut que ça donne bien dans le système familial à ce moment-là aussi. Parce que là, on dit plein de belles choses, mais on n'a pas toujours l'énergie pour gérer ça. Des fois, on sait que c'est une passe plus difficile, mais que le parent est moins disponible pour accompagner. Puis de dire, ben écoute, on va faire une semaine spéciale, on se remet chacun, là, on dort tout le monde. Oui. Puis on s'en reparle après. Oui, c'est ça. Ça règle pas le problème à la base, des fois, mais ça vient, peut-être qu'il n'y en a même pas de problème, là, d'ailleurs, puis que c'est juste vraiment un moment spécial. Mais peut-être aussi que ça donne la chance à tout le monde de refaire ses énergies. Mais on sait qu'à la fin de la semaine, on va peut-être avoir à gérer quelque chose dans la transition. Là. Mais en même temps, de ne pas se juger au quotidien, je pense. Puis d'y aller avec un petit peu, peut-être, de flexibilité. Oui, On vraiment. dirait, c'est ce que je retiens. Puis avant le mot de la fin, j'aimerais savoir à quand consulter. Quand consulter, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en psychologie, en psychoéducation, sur la routine, sur l'endormissement, sur la connexion, sur l'aménagement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, tout ce qui est comportemental, cognitivo et tout ça. Puis une fois qu'on a essayé tout ça puis que ça fonctionne pas, bien, on peut toujours en parler avec le médecin de famille. Il y a différentes avenues qui peuvent être... Puis si tu arrives au médecin puis qu'on dit, bien, on a essayé, voici la panoplie de choses qu'on a essayées, ça fonctionne, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait besoin ou ce qu'il y aurait besoin comme quantité de sommeil. Est-ce qu'on peut aller vers autre chose? Puis les médecins sont là pour ça, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'avenues à aller explorer quand l'endormissement est long, qu'il y a des réveils fréquents ou des réveils très tôt le matin. Tu sais. Il y a beaucoup de solutions. Fait qu'on peut consulter dès qu'on peut toujours consulter. N'hésitez jamais à consulter. Mais c'est souvent un symptôme de quelque chose d'autre. Les troubles du sommeil à proprement parler en termes de proportion versus des choses plus affectives ou à travailler sur le plan comportemental. C'est rare qu'on ait vraiment face à un trouble du sommeil, que ces critères biologiques. Oui, non, c'est à ça. part peut-être, j'imagine, des enfants avec des diagnostics, il y a d'autres variables. Exact. Mais disons, dans un contexte normal, c'est rare que c'est 100% un trouble du sommeil, donc ça viendrait de d'autres facteurs. Donc oui, on peut travailler, s'assurer là, que la routine et tout ça, mais aller voir est-ce qu'il y a autre chose dans la gestion des émotions, le sentiment de sécurité, la connexion,
Fait que c'est ça aussi, consulter avec des enfants. Des fois, on vient pour, Pour l'enfant, pour mais quelque chose. on travaille le système. C'est ça. Mais c'est la beauté de notre travail. Tout à fait. C'est la beauté oui. de ce qu'on fait. Ouais. Exact. Puis on dirait que la phrase que je retiens, c'est le jour qu'on prépare la nuit. Oui. Hein? Puis le jour quand on a de l'énergie, parce qu'on Oui, va se le il dire. ne faut pas là. s'oublier. Non, puis les grandes soirées thématiques, c'est bien. Quand on peut, on en fait. Oui. Mais on n'en fait probablement pas 7 jours sur 7, puis c'est bien correct. Puis on est un bon parent quand même. Ben parce oui. qu'il faut regarder notre propre niveau de fatigue aussi. Oui, vraiment. Merci, mesdames. Bien résumé.